Bon, eh bien, bonjour à tous. C'est le jour J, nous y sommes. C'est la super session de Numéricissimo aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous et bienvenue aussi à tous mes intervenants qui ont accepté l'invitation. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Émilie Marquois, je suis slasheuse et dans les médias sociaux depuis une quinzaine d'années en mode freelance. Et j'ai la chance de faire partie de l'équipe Numéricissimo, qui est l'annuaire du top acteur du numérique en France. Donc, on a une édition 2024 qui est sortie. Et je suis accompagnée par David Fayon, qui est à l'origine de l'annuaire, et également de Yann Gourvenec, qui est présent aujourd'hui dans cette session, et également de Frédéric Canvet, qui n'est pas là sur cette session, mais qui a animé plusieurs ateliers Numéricissimo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Numéricissimo, donc c'est un annuaire avec une centaine de personnalités et l'édition de 2024 donc, est sortie. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir, je vais vous l'afficher ici, vous avez un lien pour télécharger l'annuaire. Et il faut savoir qu'on est en train de travailler sur la prochaine édition. Et donc, si vous souhaitez faire partie de ces personnalités du numérique en France, n'hésitez pas à vous rendre sur numéricissimo.fr. Donc, il y a un petit formulaire pour soumettre votre candidature. Et puis, si vous pensez à des personnes que vous trouverez pertinentes et qui devraient se trouver dans l'annuaire, n'hésitez pas non plus à soumettre leur candidature. Alors, je vois que David nous rejoint. Nous allons être au complet. Bonjour David et bienvenue. On avait juste commencé la petite introduction et donc on présentait l'annuaire et donc le fait qu'on avait une édition 2024, que l'édition 2025 allait sortir dans les prochains mois. Tout à et donc, fait. Numéricissimo, donc c'est à décider, on a tous dans l'équipe, on a décidé de lancer une série d'ateliers sur les défis du numérique. Et le thème du jour, vaste sujet, je pense qu'une heure n'est pas vraiment suffisante pour en parler, mais on va essayer en tout cas. Le sujet du jour, donc, c'est des outils comme ChatGPT, c'est des outils comme DeepSeek, c'est des outils comme le chat de Mistral. Donc, c'est tous ces outils d'IA générative avec qui est un secteur qui est en train d'exploser, hein, il faut se l'avouer. Force est de constater, donc, simplement en donnant quelques noms, que ça reste en fait très difficile aujourd'hui de savoir quel outil utiliser. Les outils, est-ce qu'il faut les utiliser? Je pense que la question a priori ne se pose pas. Il faut les utiliser, il faut bien les utiliser. Mais la question est de savoir comment les utiliser et surtout lequel choisir parce qu'il y en a pléthore et donc ce n'est pas évident de s'y retrouver. Et donc, pour faire court, l'objectif de cet atelier, de cette session Numéricissimo, c'est justement de vous aider à vous y retrouver et au final, de choisir un outil qui vous ira, qui vous conviendra et qui répondra à un certain nombre de vos besoins. Et donc ça, on va pouvoir l'aborder avec différents experts et intervenants que je vais laisser se présenter rapidement, sachant qu'on part sur une session d'à peu près 1 heure, donc on finira aux alentours de 13h, 13h10 grand maximum. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée donc, par Sarah Martineau, qui est directrice des opérations chez IDETA. Donc, je vous laisse vous présenter en 1 minute à peu près pour nous, voilà, qui vous êtes et c'est IDETA. Très bien. Alors, donc, je suis Sarah Martineau, j'ai cofondé IDETA en 2017, donc ça fait 8 ans maintenant qu'on propose des logiciels pour créer des chatbots, voicebots, callbots, multi-IA. Nos clients choisissent leur IA, donc bien sûr, on les conseille, on essaye de les orienter, mais on propose toutes les IA majeures du marché. Et on a rejoint le groupe Septéo en fin 2024. Voilà. D'accord, merci Sarah. Je serai aussi accompagnée par Guillaume Calfati, qui a rejoint les intervenants très rapidement. Je le remercie pour sa réactivité, donc qui est chez Quantis et qui a un rôle très intéressant, qui est celui d'évangélisateur IA générative. Mais je veux bien que vous nous en disiez un petit peu plus sur le périmètre de votre intervention, de vos fonctions au sein de... Tout à fait. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors moi je suis maintenant consultant IA et automatisation. Et sur les 23 années que j'ai passées chez Stellantis, j'ai pu mettre en place sur les 3 dernières années maintenant, de l'IA générative. Donc ça consistait à mettre en place des solutions que les gens puissent tester et puis et surtout évangéliser cette partie IA qui peut faire peur et que tout le monde s'en saisisse le plus rapidement possible.
D'accord, super intéressant. Merci Guillaume. En tout cas, c'est un sujet qu'on abordera au fil de la discussion, justement, ce côté appréhension des collaborateurs par rapport à l'IA et justement comment on peut adresser cette appréhension. Donc ça, on le verra au sein des équipes dans les entreprises, c'est hyper important. Et j'ai participé à All for Customer il y a pas très très longtemps et c'est vrai que c'était un sujet qui revenait très régulièrement dans les discussions et dans les tables rondes qui étaient organisées. Merci. Donc, ensuite, on a Yann Gourvenec qui est avec nous. Il a un parcours assez intéressant, assez fort, assez puissant. Il a fait pas mal de choses et notamment, il est co-auteur de Visionary Marketing et surtout, il a plein de cordes à son arc. Je te laisse. Oui, il est auteur du marketing digital de @AZ chez Erol, qui a été publié l'année dernière. Merci Émilie. Écoute, je suis aussi membre de Numérikissimo depuis le départ d'ailleurs. Écoute, je suis ravi dans ce webinaire. Alors tu as parlé de comment et à quoi les utiliser. Moi, j'aurais envie de rajouter pourquoi les utiliser et quand les utiliser. Ou faut-il les utiliser à bon escient? Voilà. Sinon, moi, mon background sur l'intelligence artificielle, il remonte assez loin puisque j'ai commencé ma carrière là-dedans il y a 40 ans. J'étais tout surpris de les voir réapparaître à la sortie de l'hiver dans les années 2015. Et donc, je couvre le sujet depuis justement cette époque-là sur Visionary Marketing et aussi dans mes cours dans diverses écoles. Voilà. Merci Yann. Et enfin, le dernier intervenant, donc on a David Fayon qui est avec nous, expert numérique, et je veux bien que tu prennes le temps de te présenter, sachant que tu es à l'initiative de Numérikissimo. Donc je veux bien que tu nous en parles un petit peu aussi. Oui, donc Numérikissimo, c'était faire un peu un annuaire des top acteurs du numérique en France pour être inspirant. On ne t'entend pas très bien, David, ça coupe beaucoup. Donc, comment utiliser le numérique à bon escient. Voilà. Et sinon, l'intelligence artificielle, je suis confronté depuis les années 90 avec le premier langage d'intelligence artificielle, le Lisp. Et j'ai connu les systèmes experts avant de connaître le machine learning, le deep learning et puis maintenant l'IA générative. Voilà. Et je travaille aussi à la Poste avec une casquette innovation. Merci David. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être vous poser une question un peu personnelle en lien avec ChatGPT, puisque c'est quand même l'outil qui a lancé un petit peu le secteur. On en parle, l'IA générative, s'il n'y avait pas eu ChatGPT, on n'en parlerait pas autant aujourd'hui. Juste très rapidement, avant de répondre à la fameuse question de l'objectif de cette session, qui est de savoir quand et pourquoi et quel outil utiliser. Quand ChatGPT est arrivé, c'était quoi votre première réflexion ? Enfin, le premier mot qui vous est venu, le ressenti de manière assez brève. Voilà, parce que certains d'entre vous connaissent l'IA depuis longtemps, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, quand ChatGPT est arrivé, c'était quoi votre première réaction? On commence avec Sarah? Oui, alors moi, quand ChatGPT est arrivé, je me suis dit, les gens vont enfin comprendre ce que c'est qu'un chatbot. Parce que c'est vrai que nous, on en faisait depuis plusieurs années. C'était une autre époque aussi avec de l'IA classique. Et donc, c'est vrai que quand il fallait expliquer ce que ça faisait, c'était un peu compliqué. Et là, avec ChatGPT et la facilité d'utilisation et aussi les performances, c'est vrai que ça a permis de très vite présenter ce qu'il était possible de faire avec un chatbot et que ça parle un peu à tout le monde. Maintenant, même quelqu'un qui est ailleurs de la technologie sait ce que c'est. Et donc ça, c'est vrai que ça a permis de démocratiser vraiment la partie de chatbot. Et c'était assez impressionnant aussi. C'est vrai qu'on n'en a jamais autant parlé dans les médias qu'avec l'arrivée de ChatGPT. Donc, j'imagine que ça a été dans le bon sens de ce côté-là. Exactement. Yann, ton point de vue, ta réflexion quand ChatGPT est arrivé, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, rien de nouveau sous le soleil? Non, pas rien de nouveau sous le soleil, il faudrait être stupide pour dire ça. C'est clair que les chatbots et LLM ont apporté quelque chose d'assez extraordinaire dans ce paysage d'intelligence artificielle où pendant des années, on a essayé de reproduire le raisonnement humain sans vraiment trop comprendre ce que c'était d'ailleurs, et sans succès, et où finalement on a réussi à y coller quasiment le plus parfaitement possible, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais justement sans essayer de reproduire ce raisonnement humain et en travaillant par méthode statistique. Alors moi en fait j'ai pas découvert
J'ai découvert GPT par l'intermédiaire d'autres présentateurs dans les années 2020, au moment avant qu'il y ait ChatGPT, donc j'avais déjà vu le coup venir. J'ai pas découvert ChatGPT en premier, j'ai découvert Writer en premier. Donc c'est pareil, mais enfin c'est un peu la même chose. Parce qu'ils n'étaient pas les premiers en fait, ChatGPT. Mais là où j'ai pris surtout une claque, c'est pour les outils de génération d'images, parce que comme en plus je suis photographe, moi j'ai eu le droit à 2 claques, une claque pour le contenu écrit et une claque pour le contenu image. Là je dois avouer, c'est surtout le contenu image, moi, qui me bluffe énormément avec les algorithmes de diffusion que j'utilise beaucoup. J'ai utilisé beaucoup pendant près de 3 ou 4 ans sur le site. Voilà. Ok, merci Yann pour ton retour. On y reviendra certainement sur la génération d'images via IA. Guillaume? Alors moi, je dirais que c'est, comme j'étais chez Stellantis, je m'occupais d'innovation et j'ai tout de suite compris ce tsunami de cas d'usage qui allait nous arriver sur la figure. Donc c'était arrêter tout, il faut tout changer. Il faut qu'on y soit. C'est un peu la roue ronde contre la roue carrée, quoi. Donc on était tous à tirer nos charrettes avec les roues carrées et j'ai vu la roue ronde. Donc ça allait faciliter énormément tous les process et puis la vie de beaucoup de personnes en interne. Donc c'était un vrai chamboulement pour nous. Merci Guillaume. Et David, enfin, quelle a été ta réaction quand ChatGPT est arrivé? Alors, en fait, moi, j'avais un peu vu le coup venir avec Yann, puisqu'il y a toute la technologie des transformers. Mais ce qui a été vraiment épatant, c'est le côté décollage, parce qu'en l'espace de 5 jours, il y a eu 1 million de comptes qui ont été ouverts. Donc, il y a eu un avant et un après 30 novembre 2022, la date de disponibilité officielle auprès du grand public ChatGPT d'OpenAI. Et en fait, la réflexion que je me fais, c'est est-ce que finalement, ça aurait pu aller aussi vite s'il n'y avait pas eu ce côté vraiment bluffant de la génération de texte quasi automatique avec un écrit bien rédigé, même si au départ il y avait des tics de langage, il est important de noter, il est important de constater que, etc. Mais néanmoins, c'était quand même facilement et très rapidement généré. Et au même titre qu'il y a eu un après et un avant Google en 98, parce que ça a apporté quelque chose en matière de moteur de recherche. Là, en matière d'IA et de création de contenu, ça a été une première claque, comme l'a dit Yann. Il y a eu la deuxième claque avec l'IA générative pour non pas la création de contenu, mais la création de visuels, d'images avec Midjourney notamment. Et puis il y a eu la troisième claque avec Sora et VO2 pour la création de vidéos. Donc c'est quelque chose qui, même si c'est probabiliste, même s'il y a des biais et des hallucinations, on le verra après, ça permet de créer en très peu de temps, mais alors ça demande une nouvelle compétence, hein, qui est l'art de prompter, très rapidement. Et donc c'est ce côté-là qui a fait que finalement le test de Turing, est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est une intelligence artificielle qui génère un contenu, cette question du test de Turing s'est vraiment posée. Et c'est pour ça qu'après, en aval, ont été développés des outils qui permettent de déceler d'une façon probabiliste si un contenu a été généré par une intelligence artificielle ou par un humain. Ok, merci David. Alors c'est intéressant parce que vous avez tous utilisé des termes très différents, LLM, chatbot, IA générative, bon, en plus de tous les outils qu'on connaît. Est-ce qu'il y en a un qui veut se lancer parce qu'en fait, on ne sait pas encore pour l'instant qui assiste à cette visioconférence et à cet atelier, donc j'imagine qu'il y a des gens qui sont déjà hyper experts et puis d'autres qui le sont moins. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur la définition, essayer d'aider les gens à s'y retrouver entre tous ces sigles et toutes ces expressions? Sarah, peut-être? Tu me donnes le plus dur. Non, alors, et c'est vrai, on peut en rajouter plein d'autres. On peut ajouter agent IA, agentique, enfin, il y en a des thèmes. Donc après, ce qu'il faut différencier, c'est aussi le modèle lui-même, donc le LLM. Donc là, on parle vraiment de modèle, et après, il va y avoir son utilisation. Donc,
qui généralement, alors pas généralement, ça peut être fait via un chatbot, donc une interface qui va venir dialoguer avec vous, comme ChatGPT, justement, qui va être l'interface, mais les modèles derrière, les LLM, ça va être du GPT-4 Pro, etc., etc. Donc, il va y avoir à la fois le modèle et après son interface. Et ces modèles, on peut donc les utiliser ailleurs et dans d'autres cas, quand on va créer un article, etc., où on va faire appel au modèle directement. Donc moi, j'aurais fait première différence entre le modèle et l'interface. Et après, il va y avoir tout ce qui est agent IA et agentique, etc., où là, pareil, ça va être plutôt le fait qu'on va utiliser un modèle, mais pour créer un agent qui va faire quelque chose. Et donc, c'est plutôt dans le but d'un cas d'usage qui va être défini. Et on va utiliser donc cet agent pour venir répondre à une problématique. Et agentique, on part du principe qu'en plus, ça va automatiser des tâches. Donc, je ne sais pas, j'utilise un agent pour lui demander combien de jours de congé il me reste. Cet agent va aller chercher l'information dans un SIRH, va la restituer et va faire telle opération. On va plutôt être sur un agentique. Voilà. Mais après, les définitions sont tellement larges que je sens que c'est contredite. Bon, déjà, je pense que c'est un petit peu plus clair dans l'esprit des gens. Après, est-ce que l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose ou ça vous paraissait clair aussi, David ou Guillaume? Alors, il y a aussi à la base le pré-entraînement qui est important, les modèles qui sont construits, et puis la consommation de données qui nécessite beaucoup de stockage, beaucoup d'énergie. Et donc ça aussi, c'est un des paramètres à prendre en compte parce qu'on n'a pas toujours besoin d'une intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas prendre un marteau pour écraser une mouche? Et donc savoir si on a besoin d'une IA générative ou pas. Et puis si on en a besoin, c'est un peu le thème du webinaire, quel outil choisir et pour quel usage? Donc c'est un peu un arbre de décision. Donc on a une application de l'intelligence artificielle pour utiliser l'IA générative derrière, quoi. Et donc, on a tous ces LLM, mais après, ce qui donne aussi la force à un LLM, c'est la capacité d'avoir la génération de récupération augmentée, les règles qui vont derrière. Et donc, après, on peut enrichir pour pouvoir aussi, avec des modèles de données plus pauvres en données, avoir des résultats tout aussi performants. Parce que la question qui se pose, c'est comment délivrer les meilleurs résultats sans que ça consomme des tonnes et des tonnes d'énergie. On est d'accord, ça c'est une problématique sur laquelle on reviendra certainement en fin de session, justement sur les fameux points de vigilance. Alors c'est bien que tu aies abordé la question des usages, parce que du coup, quand on parle du choix des fameux outils, il y a donc un certain nombre de critères à envisager, et donc la question des usages, j'imagine, est hyper importante. Mais au-delà des usages, il y a la question de la performance. Donc je crois on a ensuite, dans nos échanges justement, pour préparer ce webinaire, il y avait plusieurs d'entre vous ont souligné notamment des performances des outils dans certains domaines. Alors, notamment, Sarah, vous parliez de Claude, notamment qui était plus dédié dev, code. Et David, je crois que tu m'avais parlé de la création graphique avec ChatGPT, mais on aurait pu parler aussi de Midjourney. Est-ce que justement le choix des outils repose essentiellement sur les usages versus leur performance? C'est-à-dire que je pourrais choisir un outil pour tel usage parce qu'il est hyper performant et un autre outil pour tel usage parce qu'il est hyper performant. Est-ce qu'on peut l'envisager de cette façon-là? La question est posée à tout le monde. Il faut l'envisager comme ça, oui. C'est la bonne question, en fait. Alors, tu dis Claude est fait pour le code. En fait, ces outils. C'est Sarah qui m'avait effectivement souligné ce point-là. Non, c'est effectivement la nouvelle stratégie de. J'ai oublié son nom, là, l'américano-italien là, qui dirige Anthropic, qui effectivement veut orienter Claude vers le développement. Il y a même une vidéo assez intéressante de Eric Schmidt qui prédit que dans 2 ans, il n'y aura plus de développeurs. Hein. Je lui laisse sa prédiction. On se donnera rendez-vous dans 2 ans pour voir si c'était vrai. Maintenant, Claude est aussi très performant sur l'écriture. Beaucoup plus performant que ChatGPT, qui est un peu moyen en tout, ChatGPT, finalement. ChatGPT, c'est un peu le Facebook des LLM. Hein. Il est généraliste. Hein, donc, sauf pour les images où, depuis peu, il a pris une super longueur d'avance. Ouais, alors oui, non, parce que, oui, dans certaines choses, il est capable de reconnaître les textes, effectivement, et de mieux comprendre les textes et d'arrêter de faire des textes de n'importe quoi. Mais par contre, il
il est très très lent et il n'est pas bon justement pour toutes les générations d'images. Si tu es prêt d'attendre 5 minutes pour une génération d'images, même en payant, c'est pas forcément performant, alors que tu peux avoir des résultats pour certaines autres images avec Midjourney qui sont bien meilleurs. Voilà, bon, il y en a plein d'autres, hein. Il y a même PicLumen qui est encore meilleur parce qu'il est gratuit aussi. Donc il y en a plein comme ça. C'est bien d'ailleurs le sujet et la question aujourd'hui, c'est il y a plein d'outils et on ne sait pas trop bien quel choisir. Et alors après, chacun a ses préférences. C'est pas seulement qu'il y a des modèles plus performants que d'autres. Puis tout ça évolue en plus avec le temps. C'est-à-dire, il y a des moments, un tel modèle est plus performant que l'autre, et puis après, c'est l'inverse. Alors moi, je passe mon temps à faire du nomadisme, d'ailleurs, à aller d'un truc à un autre. Ce matin, j'ai voulu faire une réécriture d'un texte, d'une transcription, pour voir ce qu'allait faire en préparation de notre entretien. Sur ChatGPT, c'était complètement nul, mais vraiment, il n'a pas réussi à faire du tout, alors que je le paye. Puis je suis allé sur Mistral pour faire la même chose et il m'a fait un super boulot. Voilà. Et puis demain, ça sera peut-être un autre. C'est assez fluctuant, hein. Donc la question se pose quand même. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, moi je passe à peu près 4 heures par jour juste à faire de la veille. Ensuite, je passe 4 heures à tester ce que j'ai vu, parce qu'on a en plus la possibilité aujourd'hui de pas seulement avoir des annonces, mais de pouvoir tout de suite tester les choses. Et avant, on était plutôt sur quelque chose qui changeait tous les mois. Maintenant, à peu près tous les 2 jours, il y a des nouveaux modèles sur de l'image, sur du son, sur de la vidéo, sur à peu près tout. Et puis après, les personnes montent des workflows qui vont se baser sur ces LLM, qui font que ça donne de la valeur. Donc, c'est voilà, le tsunami, on commence à sentir les gouttelettes du tsunami, et ce qui est plutôt bien, puisque finalement, on a énormément de nouveaux modèles qui sortent, des modèles qui sont très rapides, des modèles qui ne sont pas du tout chers, des modèles qui sont très gros et qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Alors, quand on parle de ChatGPT, moi, j'ai toujours du mal à savoir de quel modèle on parle au final. Parce que dans ChatGPT, on a 10 modèles. Si on utilise un O3 pour faire une présentation, ou qu'on utilise, alors je sais qu'il y en a qui le font encore, mais qui utilisent des vieux modèles de GPT, évidemment qu'on n'aura pas du tout les mêmes réponses. Après, est-ce que des modèles qui ont besoin, sur de l'image par exemple, on a des modèles, on tape simplement, donc on appelle ça des modèles de génération temps réel, où à chaque mot, on génère l'image. Donc ça va très très vite, le résultat n'est pas top, enfin, il n'est pas top, c'est déjà très bien, hein. Mais ça nous permet tout de suite de voir si le prompt va correspondre à l'image qu'on a en tête. Et puis après, on va pouvoir passer sur de l'idéogramme, sur du Midjourney, même sur du GPT-4, sur le GPT-4o, qui va nous donner la possibilité de converser directement avec son image pour pouvoir la changer. Donc à chaque fois, on a une myriade d'outils qui sont en train de se créer. Et de cette myriade d'outils, je pense que la solution, c'est d'abord d'être agnostique. Agnostique dans le sens où on n'aura pas le champion de demain. Aujourd'hui, on parle très peu de Gemini, mais Gemini, c'est une vague de fond. Donc Google est en train de mettre ça partout. Quand on regarde les stats sur les derniers modèles qui sont sortis, ils sont au-dessus de tout le monde, en tout cas dans les benches. Après, dans l'utilisation, effectivement, on va pouvoir utiliser, quand on fait du code, on va tendance à garder du Claude 3.7 parce que, voilà, par émotion, on va dire. Mais les modèles sont de plus en plus performants et il faut les tester pour pouvoir se dire, OK, dans ce cas-là, je vais utiliser tel modèle. Et l'expérientiel est super important. Donc, personne ne vous donnera la réponse finalement à ce que vous voulez entendre sur qu'est-ce que je dois utiliser pour ça, parce que la réponse, elle peut être juste aujourd'hui et dans 2 jours, elle peut être complètement erronée. Ouais. Après, moi, pour rebondir sur ça, justement, quand on parlait des modèles GPT,
C'est parmi les plus stables dans le temps en termes de benchmark. Ils ont toujours été dans le top 10 des modèles. Donc après, bon, oui, ça aussi, là, c'est vrai que les mini étaient meilleurs, etc. Mais pour moi, il y a aussi une certaine constance quand même que offre OpenAI à être dans les plus performants, ce qui n'est pas le cas de tous. Donc ça, pour moi, c'était un point assez important. Et après, je vois des messages, c'est vrai pourquoi vous ne parlez pas de DeepSeek? C'est vrai qu'il y a DeepSeek aussi, mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres, en fait. Il y a XAI, etc. Donc, il y en a beaucoup qui arrivent. Et donc, on en vient, bien sûr, aux contraintes de pourquoi ne pas utiliser DeepSeek ou pourquoi utiliser DeepSeek, pourquoi utiliser un modèle de XAI, donc de Elon Musk, pour simplifier. Il va y avoir quand même des questions de sécurité, protection de la donnée, RGPD, qu'il ne faut pas oublier et qui sont là pour venir quand même régir notre utilisation. Et par exemple, moi, je prends souvent l'exemple, si un jour vous voulez faire un téléphone rose, justement, la plupart des modèles, vous pourrez pas les utiliser. Parce qu'en fait, ils sont sécurisés en termes de est-ce que vous avez le droit de parler de sexe. J'ai essayé de trouver un mot plus joli, mais je n'ai pas trouvé. Et donc, en fait, ça va pas être possible. Alors que sur d'autres types de modèles plus ouverts, ça va être possible. Donc, on en revient toujours au même. C'est le cas d'usage, la protection de la donnée, les contraintes de son entreprise en termes de RGPD, etc. Donc tous les modèles sont quand même relativement performants et sont de plus en plus performants et on va tous dans la même direction, mais il y a des grandes vérités qui restent. Et après, il y a aussi des outils qui packagent des modèles. Donc, je pense par exemple pour les développeurs à Core.ai qui va permettre de faire du code. Et eux, derrière, ils ont fait toute une mise en forme qui fait que c'est très pratique à utiliser et qui utilise des modèles GPT et aussi anthropiques, donc des modèles OpenAI et des modèles anthropiques, et ils ont fait une surcouche avec leurs modèles pour permettre d'utiliser simplement ces modèles. Donc, moi, je pense qu'à terme, en fait, on va avoir beaucoup d'outils qu'on va pouvoir utiliser en direct, sans savoir vraiment quel modèle il y a derrière, mais qui vont être... et donc, ça va être l'entreprise qui va améliorer en fait son outil et nous, en utilisant les derniers modèles, etc., mais nous, on ne saura pas forcément ce qu'on utilise. Et je pense que c'est un peu ça aussi en tant que grand public. On va pouvoir en fait utiliser des outils qui vont un petit peu optimiser notre usage des LLM. Voilà. Pour aller dans ton sens, Altman a déclaré le sélecteur de modèles à l'intérieur de ChatGPT comme le feature le plus détesté de tous les utilisateurs. C'est vrai que personne ne comprend rien à ce truc. Exactement, ça ne parle à personne. Puis on s'en fout, en fait. Du tout. Et d'ailleurs, tu parlais des agents tout à l'heure. Alors, moi, en ce moment, j'utilise, j'ai essayé Manus parce que on en avait beaucoup parlé pendant un moment et puis après, il est tombé un peu dans le comment dire, on a arrêté d'en parler et puis finalement j'ai eu un code d'accès et je me suis amusé à l'utiliser pour transformer certains de mes posts en podcast. Après je pourrais donner un certain retour d'expérience là-dessus d'ailleurs, mais c'est assez intéressant. Je lui dis, alors j'ai commencé par essayer de synthétiser ma voix en lui donnant une simple instruction, prends ce lien-là, synthétise ma voix sur la base d'un extrait que je te donne et fais-moi un podcast à partir de ça avec ma voix. Et il est allé sur Internet faire des tas de trucs, il est allé naviguer, il a créé des sites web, il a ouvert des partitions sur des serveurs, il a fait des tas de trucs. Il a foiré parce qu'au bout d'un moment, il n'a pas réussi à synthétiser ma voix, mais ça, je pense qu'il trouvera un moment. Bon, il m'a dit donc, j'arrive pas, mais je peux aller chercher une autre voix. Alors, il est allé chercher une autre voix. Ça me plaisait pas, elle était trop robotique. Je lui ai dit non, je préférerais une voix naturelle britannique. Poum, il m'a trouvé une voix britannique qui est vraiment très convaincante. Et à la fin, j'ai eu mon podcast, mais il est allé récupérer le texte, il l'a mis à nu pour qu'il soit propre, qu'il n'y ait pas des choses qui viennent polluer le podcast. Et finalement, j'ai rien fait, j'ai pas véritablement rentré un prompt, j'ai rentré simplement une commande. Fais-moi un podcast, point. Et là, ça, c'est très, très impressionnant. Beaucoup, on voit que c'est encore embryonnaire, mais et c'est très lent et assez erratique, mais quand même, j'ai refait ce matin pour vérifier.
il a bien repris les mêmes principes et il est allé très très vite. Et je lui dis, mais maintenant fais-moi une voix américaine. Il est allé me chercher une voix américaine. C'est impressionnant. Et si je lui avais demandé de me proposer quelques voix, il m'en aurait proposé. C'est vraiment là, on sent que ça va aller plus loin. Effectivement, le modèle qu'il y a derrière, on s'en contrefiche en fait. Il y a GenSpark qui vous permet d'utiliser un manus un peu, donc des super agents, et GenSpark donne des. Alors, ce qui est marrant, c'est que même quand on n'en est plus à la spécification de tout ce qu'il faudrait avoir pour avoir une réponse cohérente. On pose une question un peu banale, et lui, il va jusqu'à créer le site web pour pouvoir vous répondre. Donc, quand on fait du scrapping, au lieu de m'envoyer directement le fichier, il va me créer le site web pour me présenter le fichier et me dire, bon, ben voilà, maintenant, tu peux cliquer ici pour pouvoir le downloader. Il y a cette surspécification qu'il fait automatiquement, et il nous propose un peu plus que ce qu'on a demandé. Mais c'est super efficace à utiliser justement pour des choses où on a besoin de faire de la recherche et d'agréger un certain nombre de données. C'est très, très, très efficace. Bon, en tout cas, ce qui ressort, c'est que c'est le fameux mot qui a été utilisé tout à l'heure, le terme bluffant. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'outils qui sortent du lot. Ce que disait Sarah, c'est qu'en fait, ils sont tous plus ou moins équivalents en termes de performance. Est-ce qu'on peut, David, utiliser le ChatGPT et le Facebook, en fait, des outils d'IA générative. Est-ce qu'on peut pas quand même, parce que du coup, les gens, on leur dit quelle solution choisir. Donc, en fait, si je comprends bien, on peut pas se baser sur les performances parce qu'ils sont tous plus ou moins équivalents et chacun d'entre eux va évoluer dans le temps. Donc, ça veut dire qu'il faut utiliser d'autres critères pour les sélectionner, ou alors, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de dire, ChatGPT, Claude, pour reprendre l'exemple de Sarah, Claude, c'est plutôt le code et le développement. Par contre, ChatGPT, c'est plutôt brainstorming et rédaction. Et est-ce qu'on peut se permettre d'avoir cette catégorisation où ils sont tous plus ou moins équivalents dans ces différents cas d'usage ou pas? Donc, parce que le but, c'est qu'à la fin de la session, les gens, ils sachent lequel je vais utiliser. Donc, si on leur dit qu'ils sont tous pareils. Alors, ils ne sont pas tous pareils. Hein. Mais, et puis, il y a des modèles aussi légers. Enfin, il y a des modèles qui sont très légers et donc forcément aussi moins performants si on est sur un scope large. Je pense au Mistral 7B, par exemple. C'est des modèles qui sont... on ne peut pas lui demander la même chose qu'à un modèle, qu'au dernier modèle DeepSeek, qu'au dernier modèle GPT, etc. Peut-être expliquer l'histoire, vous dites 3.7, 7B. Alors peut-être expliquer aux gens, parce que certains peut-être sont peut-être un peu perdus, c'est-à-dire que les numéros sont associés aux évolutions en fait de chaque modèle. Oui, alors les numéros sont associés aux évolutions de chaque modèle, mais c'est pas parce que le numéro est plus grand que le modèle est mieux. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais par exemple, si je prends le Mistral 7B, c'est Mistral 7 milliards pour l'apprentissage de données. Et donc c'est un modèle qui est léger. Donc l'avantage de ce modèle-là, c'est qu'on va pouvoir le mettre sur ses serveurs, on va pouvoir le réentraîner. En plus, alors open source, ça serait un peu biaisé comme nom, mais on va pouvoir faire plein de choses avec ce modèle, mais le défaut, c'est qu'il est, si on lui fait passer les tests, il sera complètement à l'ouest. Parce qu'en fait, il n'est pas fait pour être utilisé sur un scope large. Il est fait pour être réentraîné sur un scope très précis, etc. etc. Mais donc après, c'est pareil, ça dépend vraiment de l'usage qu'on va en avoir. Mais si le but, c'est d'utiliser uniquement une interface simple comme ChatGPT, ChatGPT, c'est bien, ça fonctionne rapidement. Là où, par exemple, quand on parlait d'images avec Midjourney, Midjourney, il faut quand même réussir à l'utiliser. C'est un petit peu plus complexe que utiliser ChatGPT pour faire une image. Donc après, c'est aussi le niveau de complexité et d'accessibilité de l'outil qu'il faut aussi avoir, quoi. Mais si on ne veut pas réfléchir et qu'on veut quand même utiliser les outils, moi, j'aurais quand même tendance à dire que utiliser ChatGPT, c'est quand même bien, c'est facile d'usage, ils update relativement souvent, c'est un bon benchmark, etc., etc. Après, si on veut aller dans la finesse ou si on veut utiliser les modèles directement, là, par contre, il va falloir se creuser et réfléchir à ce qu'on veut utiliser plus profondément. Guillaume ou David ou Yann, par rapport à ce que vient de dire Sarah ? Effectivement, en rebond à ce que dit Sarah, le versionning n'est pas forcément évident à comprendre.
La version initiale de ChatGPT, c'était la 3.5, ensuite il y a eu la 4, là il y a la 5 qui est dans les cartons, à chaque fois c'est des changements de paradigme. Avant de se poser la question de quel outil LLM utiliser, il y a aussi la question propre à l'entreprise. Est-ce que certains outils sont bloqués ou pas? Par exemple, DeepSeek qui est chinois ou ChatGPT sont bloqués dans certaines entreprises. Et parfois, il convient d'avoir deux PC, son PC perso, son PC pro, parce que comme les accès vont être bloqués sur le PC pro, même si on a besoin de l'utiliser de façon professionnelle, on va prendre son PC personnel pour faire ces accès-là. Ensuite, il y a la traçabilité des requêtes qui sont faites, des prompts. Est-ce qu'on est dans un mode où on peut effacer comme on efface un historique d'un navigateur, ou est-ce que les données et les prompts passés vont permettre au LLM d'avoir un historique des prompts passés pour être plus précis dans ses réponses et dans la connaissance de vous-même, sachant que l'ordinateur peut être utilisé pas simplement par vous, mais par des tiers. Donc c'est tout un tas de questions qu'il faut se poser dans l'utilisation d'un LLM. Après, il y a effectivement la portée. Est-ce qu'il y en a qui sont généralistes? Est-ce qu'il y en a qui sont à réentraîner pour être des SLM dans des champs plus précis, plus étroits? Il y a aussi une autre question, c'est est-ce qu'on ne va pas prendre les technologies GPT, par exemple, au sein d'une entreprise pour raisonner avec un corpus de documents, de PDF, etc., propre à l'organisation et faire un intranet à l'image d'Internet, mais au niveau du LLM, pour que ce soit un LLM d'entreprise et que ce soit, par exemple, un chatbot, mais qui réagisse que sur des données, que des corpus propres à l'entreprise. Et puis après, il y a également toute cette foison d'outils. Manu, par exemple, qui était cité par Yann, est très intéressant, il est très lent, mais il permet de tracer étape par étape, et on voit les opérations qu'il est en train de faire. Pareil pour Grok, avec le mode recherche approfondie. Grok, qui est l'IA XAI, ça permet aussi, en mode expert approfondi, deep search, de pouvoir savoir ce qu'il est en train de faire à un moment donné et les étapes du raisonnement, ce qui est intéressant. Et puis il y a aussi des LLM qui vont sourcer, du moins en partie grossièrement, les sources qui ont permis de générer telle et telle réponse avec des renvois comme des notes en bas de page d'un livre. Et donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et par rapport aussi aux LLM qui sont plus à même de répondre à telle ou telle question à un instant donné, donc Claude a été cité dans l'outil d'Anthropic pour le codage, mais il y a aussi Perplexity qui est très intéressant pour le juridique, pour des questions linguistiques assez pointues. Et enfin, il y a le combat culturel, parce que les données d'entraînement ne vont pas être les mêmes, et si on fait des requêtes en français ou en anglais, les résultats vont différer, et des signaux faibles vont pouvoir être aussi, pour être politiquement correct, supprimé, par exemple, par ChatGPT, par l'IAMA de Meta ou par d'autres outils, alors que d'autres, au contraire, auront une sélectivité moindre. Et donc, c'est intéressant de voir les outils chinois, DeepSeek ou Manu, par rapport aux outils américains ou par rapport à Mistral. Et donc là, si on fait des requêtes sur des choses un petit peu sensibles, comme par exemple un événement politique où il y a de la censure soit en Chine, soit aux États-Unis, ou voire même en Europe, par exemple pour les épisodes Covid, ou alors pour la place Tiananmen ou d'autres choses, eh bien, on aura des résultats qui vont être très très différents. Donc ça peut être intéressant de faire un benchmark des résultats à des prompts qui auront été donnés à différents outils. Et en fait, on est dans un marché qui n'est pas encore stabilisé au niveau des LLM. On est comme dans les années 1900, dans le marché automobile, où on avait une cinquantaine ou une centaine de constructeurs français. Et toutes les marques ont pratiquement disparu. Il y a un phénomène de concentration. Et maintenant, il n'y a que 2 constructeurs en France. Stellantis qui regroupe les marques Peugeot et Citroën, et puis Renault. Alors que au début des années 1900, il y avait Panhard, il y avait De Dion-Bouton, il y avait toute une série de marques qui ne sont plus là. Et ça va être pareil, il y aura un phénomène de concentration. Est-ce que OpenAI sera toujours là? Est-ce que OpenAI va se faire racheter par
par les GAFAM, parce que les GAFAM, il y a Llama de chez Meta, il y a Gemini, comme ça a été cité par Guillaume, qui n'a pas dit son dernier mot, et Google a toujours été à la pointe au niveau IA, ils se sont fait un petit peu dépasser, et là ils doivent pivoter pour leur moteur de recherche, mais un moteur de recherche nourri à l'IA, Bing de Microsoft l'a prouvé avec son contrat et sa participation dans OpenAI, fait des résultats tout à fait intéressants. Donc c'est encore foisonnant, et on doit être dans l'affût, dans le test and learn, pour pouvoir être à même à prendre des bonnes décisions à un moment donné. Mais il faut vraiment être très réactif, parce qu'on peut vite pivoter d'un outil à un autre. Donc en fait, c'est plutôt des expériences dans le prompting, dans la connaissance des outils qui peuvent être réutilisés pour d'autres tâches ou d'autres utilisations intelligentes de l'IA générative ultérieurement. Donc, si je comprends bien, donc effectivement, il y a cette question des performances qui sont plutôt uniformes d'un outil à un autre, mais il y a quand même des petits ajustements à voir selon les plateformes, parce que certaines sont plus performantes que d'autres sur certains cas d'usage. Je comprends bien qu'il y a certaines subtilités à connaître par rapport aux plateformes et notamment par rapport aux data qui sont utilisées. J'ai bien noté ça, je pense que c'est un point important, c'est la question de la sécurité, de l'utilisation des data, notamment des data personnelles. Donc ça, il faut faire très attention. Mais surtout pour enchaîner sur le sujet suivant, c'est surtout, tu as utilisé un terme qui est très intéressant, plusieurs reprises, même vous, même les autres aussi l'ont utilisé, c'est la question du test et de l'expérimentation. C'est juste ce que disait Guillaume dans nos échanges, c'est notamment le fait de passer de la théorie à la pratique. Est-ce que ça, du coup, finalement, c'est indispensable finalement, parce que c'est testé, c'est ce que disait Yann, c'est voilà, j'ai encore testé ce matin, ou j'ai encore comparé, surtout que les modèles sont évolutifs, tester, expérimenter, passer de la théorie à la pratique, et puis c'est notamment en lien avec le secteur de l'entreprise. Donc, et après, on pourra évoquer la question de l'accompagnement des collaborateurs, mais que ce soit à titre personnel ou dans le cadre de l'entreprise, si je comprends bien, il faut tester, expérimenter. Je peux rajouter quelque chose sur le test, là, parce que ça me paraît, si on veut donner un conseil pour choisir le bon outil, c'est pas véritablement propre à l'intelligence artificielle, parce que des outils de Martech et SalesTech, il y en a 11 000, donc on imagine bien que ce genre de problème, finalement, on le rencontre sur tous les outils. Oui, il faut tester effectivement pour être à l'affût des bonnes affaires. Après, est-ce qu'il faut y passer 4 heures comme Guillaume, qui est peut-être spécialisé. Moi, c'est mon métier. Donc, voilà, oui. C'est ça, c'est comme c'est ton métier, c'était pas un reproche, c'était simplement, c'est ton métier, c'est normal que tu y passes 4 heures. Moi, j'y passe pas 4 heures, hein, c'est pas mon métier, c'est pas de tester des LLM. Justement, Yann, c'est quoi ton conseil, Yann, si tu justement, as une bonne pratique, une méthode pour tester? Ouais, ma méthode, elle est assez simple. Il faut pas chercher la perfection. Donc, il y a toujours des outils qui s'améliorent et mais il y a aussi un côté pratique qui est important à conserver. Et par exemple, si tu as tous tes prompts qui sont gardés dans une bibliothèque, ChatGPT fait ça, et je vois, il y a très peu de gens qui l'utilisent, mais il y a un truc qui s'appelle les projets dans ChatGPT, qui est très pratique, qui permet de stocker un prompt, et par prompt, vous allez pouvoir avoir une instruction qui s'adapte à plein de requêtes, et avoir plein de requêtes qui utilisent les mêmes prompts. Et là, c'est un temps de gagner qui est extraordinaire, parce que au lieu d'aller faire son marché pour aller chercher un nouveau LLM tous les jours, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux éviter de chercher la perfection et se contenter de quelque chose qui est bon, plutôt que de toujours aller chercher quelque chose de meilleur. Et puis surtout, il faut avoir des outils qui sont par typologie, parce qu'on a parlé de ces IA génératives, en fait, elles sont présentes dans tous les domaines. Moi, je fais pas mal de photographie et de films photographiques, notamment. Et pour faire mes films photographiques, j'ai besoin de musique, et je cherche des musiques qui sont pas que YouTube va pas flinguer parce que y a un copyright. Donc j'ai un outil qui s'appelle Suno, qui est vachement bien fait. Ça doit faire frémir tous les compositeurs de musique du monde. D'ailleurs, j'ai de la peine pour eux à chaque fois que je l'utilise. Comme pour l'image. Hein. Pardon. Comme pour l'image. Et même chose pour l'image, oui, bien sûr. Même chose pour la vidéo maintenant. Ouais. Et même chose pour la vidéo et aussi. Les textes, et les écrivains. Oui. Enfin bon, moi j'utilise aussi pour des raisons
pédagogique. Donc, oui, bah, en fait, il ne faut pas essayer d'aller chercher tous les outils possibles et imaginables, surtout que si on veut utiliser certains de ces outils de manière correcte, il faut les payer et ça finit par devenir assez cher au bout d'un moment. Si vous en prenez, si vous en prenez 10. Aujourd'hui, on a un peu de chance parce que, comme c'est le début, qui finalement, c'est une révolution très rapide, mais finalement, ça prend quand même 5 ans. Hein, finalement, ils sont encore gratuits, mais ça durera pas. Hein, donc, quand vous allez commencer à les payer, vous allez être obligé de vous raisonner et il y aura des critères déjà de pérennité, comme dans un choix de logiciel normal, de praticité et puis surtout de préservation de l'existant. Hein. Si vous avez tous vos bibliothèques qui sont présentes à un endroit, vous n'allez pas vous disperser pour aller les mettre ailleurs. Quoi. C'est la même problématique avec quelques années d'écart que pour les réseaux sociaux où il y a une premiumisation du contenu. Hein. Là, c'est ce qui va se passer au niveau des LLM, mais avec un décalage de quelques années. Je pense que c'est pour ça que la question c'est est-ce que en gros on veut utiliser un modèle pour faire quelque chose et donc dans ce cas c'est le modèle qu'on va utiliser, qu'on va essayer de trouver le meilleur, ou est-ce que on veut utiliser pour arriver à produire un texte, et dans ce cas-là on va plutôt juger l'outil qu'on utilise, donc ChatGPT, Midjourney, etc., et donc l'UX aussi, l'expérience qu'on a sur l'outil, parce que je suis d'accord que sur l'interface ChatGPT, il va y avoir plein de choses qui vont permettre optimiser son temps avec ses gestions de projet, avec les GPT historiquement, un peu plus vieux. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, il y a une différence entre l'usage de l'outil et l'usage du LLM et où le but n'est pas le même. Quand on va utiliser un outil, on veut que ce soit simple, facile, qu'on gagne du temps, là où quand on va utiliser le LLM directement, ce qu'on va favoriser, c'est sa performance sur notre cas d'usage donné. Et on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de coût aussi qui est aussi important. Et donc, au niveau du coût, les modèles vont être plus ou moins chers et ça va du simple au double. Ça va être, et quand je dis en double, c'est plutôt x10, x20 sur certains modèles, donc on n'est même pas au double. Voilà, là où en fait, quand on va utiliser les interfaces comme ChatGPT, le chat de Mistral ou DeepSeek, on va avoir en fait des choses qui vont être gratuites à minima au début, avec des parties payantes, mais quand même qui vont être relativement faibles. Là où quand on va utiliser le modèle, ça peut monter très vite. En tout cas, c'était une distinction à faire, je pense, qui était importante pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a ceux qui ont un usage personnel en fait de ces outils-là et qui vont peut-être plus se fier à l'interface, mais pas que, et puis l'entreprise de l'autre côté sur les modèles. Et du coup, donc le coût, effectivement, c'est une question que je souhaitais aborder, parce que c'est quand même un critère qui n'est pas négligeable dans le contexte que nous connaissons actuellement. Alors du coup, au-delà du prix, est-ce que finalement, pour un usage en tout cas personnel, est-ce qu'on peut se passer d'une version payante ? Alors, vous allez me dire, ça dépend du contexte, ça dépend de l'usage, mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, pour un usage… c'est la bonne question, en fait. Voilà, finalement, est-ce qu'on peut s'en passer ou pas, ou on aura de meilleures performances, ou ce sera top si on paye, alors si on ne paye pas… Le niveau d'exigence, au final, parce qu'une personne qui veut juste avoir une charade peut utiliser ChatGPT, elle va être certainement pas très bien, mais quel niveau d'exigence vous voulez ? À chaque fois qu'on me dit, là j'ai vu, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont essayé certains modèles et qui ont été déçus. Alors, dans la déception, c'est mais quel niveau tu voulais avoir de réponse et de qualité ? Aujourd'hui, moi, par exemple, quand je code avec 6 LLM différents, et en fonction de ce qu'il va pouvoir me répondre, en fonction de la vitesse et de la complexité que je vais lui demander, je vais plutôt m'orienter sur des choses qui sont… sur des DeepSeek qui sont quasiment gratuits, sur des modèles qu'on peut faire tourner en local qui vont nous permettre d'avoir vraiment… on va payer l'électricité, mais au final, ça va nous revenir à zéro pour créer du soft. Et puis, des fois, je passe sur du Claude, et puis je passe même sur de l'O3 ou du 4.1 de GPT, qui sont des modèles qui sont plus chers. Mais quand on parle de plus cher, effectivement, ça a raison. On va de 10 centimes le million de tokens à 5 $ le million de tokens. Donc, on a
Mais les réponses sont différentes. Donc, c'est vraiment d'utiliser les outils en fonction de ce qu'on veut faire et du niveau d'exigence et de la complexité de la tâche. Et puis après, dans les outils qui sont en train de sortir, il y a beaucoup de plateformes qui vous permettent d'accéder à l'ensemble des modèles et de les tester au bon vouloir. Donc, on va avoir une clé d'accès. Et ensuite, on va choisir les modèles, mais on va pouvoir les choisir du Gemini, du Qwen, donc des Chinois, du Claude, etc. Et je pense que c'est là qu'il faut plutôt s'orienter, parce qu'ils le font pour les LLM, mais ils le font aussi pour les images, ils le font aussi pour les vidéos. Et avec un seul point d'accès, on peut avoir l'ensemble des modèles qui existent sur le marché. Et en fait, il y a quelque chose qui change avec cette techno-là, c'est qu'au jour le jour, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de savoir quel est le meilleur LLM, mais en fait, la différence qu'il y a entre chaque LLM est tellement grande qu'on peut passer d'utiliser une roue un peu encore pas complètement ronde à vraiment quelque chose de mieux. Donc, on n'a pas des petits sauts comme ça. Tous les 2 jours, on a des sauts immenses qui se créent. Et est-ce qu'il vaut mieux être au courant de ce qui se passe avec des nouveaux modèles qui sont vraiment très performants, type le dernier Gemini, dont personne ne parle. Je ne sais pas ce que fait la personne qui s'occupe du marketing chez Google là-dessus, mais ils ont un vrai problème. Et par contre, voilà, là, on a une vraie poussée. Ils sont beaucoup moins chers et ils sont accessibles. Donc, est-ce qu'il vaut mieux continuer avec un GPT où on va payer 20$ alors qu'on pourrait avoir un Gemini quasi gratuit qui est aussi performant, ou avoir un Mistral qui est alors encore plus gratuit, mais qui stagne un peu depuis quelques mois? Alors effectivement, comme disent Guillaume et Sarah, la question du coût, on peut dire ouais, 20€ ou 20$, c'est pas beaucoup. Mais si on est un service entier, par exemple une direction marketing dans un grand groupe avec 50 personnes, là ça peut commencer à chiffrer. Après, la qualité du résultat, que ce soit le code généré, est-ce qu'il n'y a pas de bug, est-ce qu'il est difficile ou pas à maintenir, ou alors le texte généré, ou le prompt, ou les transparents, ou en fait les outputs qui sont produits, quels vont être les critères d'évaluation? Est-ce que ça va être quelque chose qui va approcher, voire dépasser la qualité qui serait faite par un humain, par rapport au fait que ça va se faire en peu de temps? Mais après, il y a aussi 3 questions à se poser. C'est dans la production, l'évaluation de la qualité. Est-ce qu'il va avoir une compréhension pratique du prompt? Est-ce qu'il va répondre à côté, ou est-ce qu'il va interpréter, extrapoler, ou alors il va juste s'en tenir au cahier des charges donné dans le prompt? Et ça, c'est quelque chose déjà important. Ensuite, les biais, les hallucinations. Est-ce qu'il ne va pas avoir des erreurs, ou alors est-ce qu'il ne va pas falloir devoir demander à une autre IA générative ou faire un contrôle humain pour vérifier que la réponse au prompt ne va pas induire les utilisateurs finaux en erreur? Si c'est dans le cadre d'un chatbot, dans le cadre d'un SAV, si on lui demande des tarifs d'un produit, s'il donne comme réponse les tarifs d'un produit concurrent, ou le tarif qui n'est pas le tarif de 2025, mais le tarif de 2023, là, on va pouvoir avoir à gérer du mécontentement client derrière. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance au résultat qui est généré par l'IA? Est-ce qu'on doit faire vérifier ce résultat produit par une autre IA, par un humain? Ou est-ce qu'on a un processus d'escalade, comme les SAV, avec un processus, d'abord c'est un automate qui répond, ensuite c'est un humain, et ensuite si l'humain ne sait pas répondre, il va escalader avec un humain expert. Est-ce que pour le résultat produit par les IA génératives, il n'y a pas ce processus d'escalade qu'il ne faudrait pas créer d'une certaine façon? Guillaume, peut-être un retour là-dessus, justement, sur c'est un petit peu les faiblesses, je dirais, des outils actuels, sous réserve enfin, ça dépend beaucoup des données qui sont utilisées, mais la question de la fiabilité des informations et des données qui sont fournies, ou même l'absence de mention de source. C'est le degré d'exigence qu'on veut avoir quand on le met dans une entreprise, effectivement. Alors, dans les entreprises de grosse taille, on n'utilise plus du chat GPT, on crée directement nous-mêmes parce que le chat GPT, c'est qu'une interface, comme disait Sarah, c'est qu'une interface qui accède à un LLM. Donc, ces LLM-là, soit on va utiliser du Azure, soit on va utiliser du AWS,
et on va avoir notre propre LLM, et ensuite on crée l'interface qui va nous permettre de donner ça à la banque, de donner ça à d'autres services. Donc on recrée nous-mêmes les outils, et créer des outils par rapport aux outils qu'on faisait avant, c'est beaucoup plus simple qu'avant, hein. Parce que en fait, le LLM, c'est comme si c'est un petit programme. Il faut le voir comme ça, où on met des choses en entrée et il nous file des choses en sortie. Ensuite, ce petit programme-là, on peut l'interfacer avec tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la partie no-code n'est plus une option. La partie no-code permet à chacun de pouvoir créer son propre workflow. Et ça peut être des workflows très simples. Mais avant, on était obligé de demander à l'IT, par exemple, de créer ce workflow et de créer une application pour 5 personnes, mais parce que ça fait 80% de leur boulot. L'IT n'est pas trop d'accord parce que c'est que pour 5 personnes, donc on n'a pas le temps, etc. Ça coûte trop cher. Aujourd'hui, les gens sont capables de créer eux-mêmes leurs outils et leur workflow à base d'IA. Donc, on est vraiment dans un monde où on va tous pouvoir être des makers. Des personnes des RH au manufacturing, en passant par la qualité ou au design, on va pouvoir justement créer en fonction de son exigence et en fonction de sa compétence. Effectivement, il peut y avoir des bugs, mais des personnes qui savent coder depuis très longtemps et qui utilisent des IA, elles ont un autre niveau que celui qui utilise Bolt et qui demande juste une page. Parce que dans le prompt qu'on va créer, on ne va pas simplement dire « fais-moi un système, refais-moi un SAP ». Non, on va créer des spécifications qui vont être très longues, parce que dans les spécifications, on va pouvoir y mettre les frameworks qu'on veut utiliser, les conditions de test, enfin, on va y mettre ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il faut plutôt voir les LLM comme un peu de l'huile qu'on met dans les rouages, qui vont accélérer les choses, qui vont simplifier les choses. Parce que dans les automates, par exemple, avant, on était obligé d'avoir des if. Là, on met simplement un LLM et on lui dit, bon, voilà, tu nous gères un peu la complexité et ce qu'on veut en sortie, c'est ça. Et derrière, effectivement, on va pouvoir mettre d'autres LLM qui vont scorer les résultats et qui vont auditer les résultats. Donc là, on parle plutôt de multi-agents qui vont pouvoir soit travailler ensemble avec un orchestrateur, donc un agent orchestrateur qui va pouvoir dire, bon, toi, tu es spécialisé dans le marketing, toi, tu es spécialisé dans le code, toi, tu es spécialisé dans la qualité, et chacun va avoir ses tâches. Et à partir de là, on va pouvoir se dire, OK, maintenant j'ai un résultat, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le donne tout de suite à l'utilisateur en lui disant, c'est ça ma réponse? Ou je le repasse encore dans d'autres moulinettes pour dire, bon, maintenant, par rapport à l'AIA Act, par rapport au RGPD, par rapport aux spécifications, au legal, qui posent aussi des contraintes, chacun va pouvoir scorer finalement la réponse et pouvoir se dire, cette réponse-là me convient et le score est plutôt élevé, donc je vais plutôt lui faire confiance. Mais on va arriver à un tel niveau de toute façon de réponse et de complexité de tâches, parce que là tout ce qu'on essaye de faire, c'est des choses que l'humain est capable de visualiser en se disant, voilà, je sais comment travailler et je sais quelle réponse je veux avoir, sauf que demain, les LLM vont nous proposer des solutions, notamment dans l'innovation, notamment dans le fait de brainstormer sur des nouvelles solutions qui sont au-delà de ce que nous, on est capable de comprendre. Donc, on va passer presque plus de temps à essayer de comprendre les réponses. C'est un peu comme le AlphaGo. Le jour où il a posé une pièce un peu au hasard, tout le monde s'est dit « Ah, ça y est, il s'est planté ». Et puis finalement, ils se sont dit « Ah non, mais attends, mais c'est top ce qu'il vient de faire ». Et il donne un nouveau paradigme par rapport à comment jouer au Go. Et ben, on aura exactement la même chose dans tous les domaines. Et dans le domaine artistique encore plus, puisque là, on essaye de comparer, on regarde les défauts, on regarde les doigts, on regarde la peau, etc. Demain, on ne regardera plus du tout ça. On sera dans l'expectative en se disant « Tiens, ça m'inspire pour faire d'autres choses. » Parce que ça, je ne l'avais jamais vu. Donc, on va découvrir beaucoup plus de choses. Là, on a découvert finalement que le haut de l'iceberg. Demain, on va commencer
deep dive et à se dire, mais en fait, on peut faire énormément de choses et l'humain est capable de faire beaucoup plus de choses que ressembler à des robots. Et c'est ce qu'on a fait depuis 100 ans. On s'est rapproché des robots, maintenant les robots sont meilleurs. Donc on va s'inspirer de ce que les robots vont être capables de nous produire et de filtrer tout ça pour se dire, c'est ça la solution. En tout cas, c'est ça qui me correspond. Alors, en tout cas, Guillaume, pardon, Émilie. En tout cas, Guillaume, il y a quelque chose d'intéressant, c'est l'ubérisation des directions des systèmes d'information. Donc, tu parlais du low-code, du no-code. Là, ça peut être la même chose aussi. Est-ce que les SI, les directions des systèmes d'information, s'il y a des petits cas d'usage qui ne vont pas traiter parce que ça s'adresse, comme tu le citais, à 5 utilisateurs, est-ce que ça ne va pas être au sein des directions marketing, des directions des services clients, etc., qui ne va pas avoir une réappropriation des outils et donc une querelle de chapelle entre différentes fonctions de l'entreprise. Première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a des changements de paradigme. Et tu parlais du jeu de Go, mais finalement, il y a d'autres emplois qui vont être induits. Donc c'est pour ça que comprendre comment prompter, comprendre comment fonctionnent les IA, même si c'est vu comme des boîtes noires, ça permettra à un moment donné de mieux les utiliser. Parce que en fait, on essaye de comprendre les règles du jeu alors que les règles du jeu sont cachées. Exactement. Et je pense que l'effort même de passer la tête de l'autre côté pour juste essayer de comprendre ce que c'est qu'un LLM, parce que quand on a compris, finalement, c'est juste magique dans le résultat. Mais techniquement, ce qu'on a fait depuis 30 ans, c'est juste de scaler la puissance et de scaler les datas pour avoir des choses de plus en plus performantes. Mais dans la façon de faire, on n'a rien innové entre-temps. On met de plus en plus, et c'est pour ça que ça prend de plus en plus de puissance, de plus en plus d'énergie, etc. Et on va arriver à un niveau, je pense que d'ici la fin de l'année, qui va nous surprendre tous, puisque on en est au niveau des docteurs. Donc, tous nos experts, finalement, on va pouvoir le retrouver directement sur sa machine, que ce soit des médecins, que ce soit des chercheurs. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui, si je suis capable d'avoir un développeur en étant RH dans une entreprise, pourquoi je vais appeler le gars de l'IT pour le faire? Alors, à nous maintenant de créer cet écosystème pour qu'il n'y ait pas de shadow IT, et c'est pour ça qu'en leur donnant des blocs finalement à utiliser au fur et à mesure qu'on peut sécuriser, chacun va pouvoir un peu créer son Lego et puis être plus performant au jour le jour. Ah ouais, c'est les DSI qui doivent se repenser en ayant une approche modulaire et facilitateur de service pour les directions utilisatrices, les métiers de l'entreprise. Et surtout pour la sécurité. Yann, si la sécurité ne se met pas à jour, on est mort. Hein. Sécurité, traçabilité. Yann, je crois que tu voulais rajouter quelque chose mais je vais m'éloigner un peu du sujet du développement. Très rapidement, parce qu'il faut qu'on boucle. Moins pertinent une heure et j'ai encore une petite question pour boucler, donc très vite. D'accord, je vais aller très vite. Simplement, je vais partager une petite expérience sur le payant, parce que c'était la question de départ, c'était est-ce qu'il faut payer? Alors, il y a un outil que j'utilise particulièrement, mais uniquement pour la recherche, qui s'appelle Perplexity, et qui est vraiment remarquable parce que ça me permet de travailler en amont mes articles pour trouver des sources pertinentes. Donc ça fait pas le boulot à ma place, mais ça me permet d'accélérer mon travail de recherche. Et il y a un moment, j'ai voulu le payer parce que il permettait, et ça c'était une question d'un autre utilisateur, il permettait de mutualiser les différents modèles. Et on pouvait récupérer le modèle de Claude, Sonnet, je crois, le plus élaboré à l'intérieur de Perplexity. Alors j'ai payé, et quand je l'ai utilisé, j'ai pas compris la différence entre le gratuit et le payant en fait. Et il y a beaucoup de ces outils malheureusement qui sont un peu comme ça, et ChatGPT est un peu comme ça. À ce moment, je le paye pour tester. Avant, je payais Claude. Claude, on voit la différence parce que si on le paye pas, au bout d'un moment, ça s'arrête.
Mais ChatGPT, ça continue et ça marche pas si mal que ça. Et finalement, le différentiel entre le payant et le gratuit est pas énorme. Un côté boîte Donc, noire, finalement? pardon? Un côté un peu boîte noire avec Perplexity, du coup? Non, c'est pas une question de boîte noire, c'est que je pense qu'ils ont mal tuné leur version payante. Elle est pas assez, soit la version payante est pas assez supérieure à la version gratuite, soit la version gratuite est trop bonne. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Midjourney, par exemple, eux, ils ont choisi directement d'être payants. Alors, je sais qu'il y a quelques utilisateurs qui n'aiment pas et qui préfèrent Flux, mais bon, moi, je préfère Midjourney parce que j'ai un mode personnalisé. Et là, je trouve qu'il y a une vraie valeur parce que je personnalise les images. C'est pas seulement un LLM qui crée n'importe quoi, n'importe comment. Il le crée aussi à la façon dont j'ai envie de créer les images. Et les résultats sont très intéressants. D'accord. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, donc je m'arrête là. Merci Yann, c'est très gentil. Donc pour conclure ce webinaire, ça fait déjà 1 heure qu'on échange sur le sujet. En fait, moi j'avais envie de terminer. Alors j'ai la question un peu basique qui est quelles sont les perspectives. Donc je pense que c'est un peu bateau et c'est à vous de voir si vous voulez répondre à cette question. Donc Guillaume a déjà un peu dit d'ici la fin de l'année, il se passera ci ou ça. Moi j'aime bien l'idée d'avoir un conseil ou une bonne pratique à partager ou alors le côté perspective, même si on n'a pas de boule de cristal. C'est vous qui choisissez. Vous avez 2 questions. Soit un conseil bonne pratique, soit des perspectives. Moi, ce que je retiens en tout cas de tous ces échanges, c'est avant tout la question de tester, pas tester, mais surtout tester et surtout rester en veille puisque c'est des outils qui évoluent de manière constante. Donc, c'est ce que je retiendrai. Maintenant, je vous laisse la parole. Chacun, soit bonne pratique, soit perspective et très court parce qu'on a très peu de temps. Allez, on essaye de faire ça en 5 minutes pour 4. Qui commence? Sarah? Allez. Perspective, je pense qu'on a encore pas mal d'efforts à faire sur l'audio, enfin sur tout ce qui va être conversation audio. Il y a encore un tout petit, il y a un peu de latence, il y a un peu de décalage, et je pense qu'à échelle de la fin de l'année, et il y a le nouveau modèle d'ailleurs de OpenAI qui est quand même très bon, mais voilà, je dirais que c'est là où en fait on va avoir le plus de performance à venir d'ici la fin de l'année sur ce type de modèles, qui sont aussi des modèles très très chers. Là pour le coup, on atteint des niveaux qui sont encore plus importants. Donc pour moi, il y a encore un axe d'amélioration sur cette partie-là si on est sur un axe de temps très court. Sur un axe de temps plus long terme, je pense vraiment qu'on va avoir parce que là, maintenant, on a quand même des performances très bonnes sur du conversationnel pur et dur. Donc, j'attends les premiers humanoïdes, perspective plus lointaine, mais je suis certaine que ça va venir assez rapidement vu qu'on a quand même réussi un pas assez important en termes de compréhension. Et donc, il reste maintenant le mouvement. Mais donc voilà, surtout avec les derniers modèles, je ne sais pas si vous avez testé aussi la visio, avec ChatGPT, mais en visio, lui montrer l'externe, donc lui donner des yeux. Et au final, c'est aussi très bluffant. Donc on arrive il a des yeux, il a la pensée, entre guillemets. Donc voilà, donc restent les membres. donc moi, c'est plutôt ça, vision long terme. Et sur la recommandation, je dirais que pour ceux qui n'ont pas, qui ont par exemple Free, ça vaut le coup de prendre quand même Mistral, même si je ne suis pas du tout une fan de Mistral, mais vous l'avez gratuitement, donc ça vaut le coup quand même de le prendre. Et après, si vous ne voulez pas trop vous emboîter, j'aurais tendance à recommander quand même d'utiliser ChatGPT si on ne veut pas se poser trop de questions. Voilà. Merci Sarah. Guillaume? Je dirais faites-vous accompagner en tout cas par des personnes qui autour de vous. Je ne parle pas uniquement de professionnels, mais faites-vous accompagner par des gens qui testent. Parce que dans l'usage, vous allez pouvoir voir aussi qu'on est capable de faire certaines choses et vous vous êtes même pas posé la question de savoir si vous pouviez le faire. Les enfants sont très friands de ça, donc allez leur demander ce qu'ils en font et comment ils le font. Et dans les outils, il y a Hugging Face qui a des espaces de tests, parce que là, du coup, ce sont que des modèles qui sont en open source. Donc, vous pouvez les tester gratuitement directement sur la plateforme. Si vous avez besoin de faire de l'audio, de la transcription, vous avez besoin de faire un podcast, vous avez besoin de faire voilà. Il y a énormément, et là, vous allez voir justement l'immensité du nombre de modèles et ce que vous pouvez faire avec. Et après, dans les usages, de toute façon, oui, le ChatGPT va aller. Le Perplexity, il y a toujours un freemium finalement dans l'ensemble des modèles. Donc, vous pouvez les utiliser. Celui que j'utilise beaucoup, enfin, en tout cas, ça va être Gamma, où vous pouvez faire directement vos présentations. Et ça marche plutôt bien, parce qu'on fait quand même beaucoup de présentations
en général. Donc, vous pouvez utiliser ça. Et dans les outils gratuits, il y a beaucoup d'outils gratuits chinois parce qu'ils sont en train de casser le marché avec ça. C'est qu'ils sont open source, ils sont performants, vous pouvez les utiliser aujourd'hui. Et Gemini répond avec ça. Donc, allez sur Gemini Studio, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous avez du deep search, vous avez de l'analyse de voix, il va pouvoir voir votre écran et vous aider pendant que vous êtes en train de faire quelque chose. Donc voilà, il y a des outils partout. Mettez-vous juste un peu au courant de ce qui se passe et vous allez rentrer dans un nouveau monde. Merci Guillaume. David, allez, 20-30 secondes. Alors, très rapidement, comme Sarah, je pense que les LLM couplés à la robotique et l'utilisation des 5 sens a un avenir pour appréhender le monde dans sa complexité. On a aussi des outils qui sont très bien comme ChatGPT et finalement la formule payante permet d'avoir des requêtes illimitées, c'est surtout ça l'avantage. Et la formule payante, c'est pour les gros consommateurs, mais si on est moyen ou petit consommateur, la formule payante ne s'impose pas. Et j'espère que face à la poussée des outils américains et même chinois, parce qu'il y a profusion et des inquiétudes, parce que contre l'exploitation des données, est-ce qu'il n'y a pas de l'espionnage à moyen long terme, parce que c'est la logique du temps long de la Chine, et notamment version TikTok, mais pour les LLM, ça pourrait être flippant. Quelle pourrait être la place de la France, sachant qu'il y a Mistral qui est un peu la tête de pont des LLM français, hein, avec un modèle un peu open source. Il y a eu le lancement de Lucie qui a été avorté, mais on attend le restart de Lucie, de l'Inagora, donc ça peut être intéressant aussi à suivre. Et enfin, un conseil, quand on prompte, pour avoir les meilleurs résultats possibles, il faut préciser son rôle. Je fais le prompt en tant que directeur marketing, en tant que directeur du SAV, en tant que développeur, etc., pour préciser le contexte au LLM. Ensuite, l'action qu'on veut faire, est-ce qu'on veut un mail de vente, est-ce qu'on veut générer une fiche produit, des mots pour le référencement, le SEO, comme c'était le cas avec le dernier webinaire avec Olivier Dufès, par exemple. Est-ce qu'on veut générer un article de blog, etc. La tonalité, enfin. Est-ce que c'est quelque chose d'empathique, est-ce que c'est quelque chose de direct, etc. Et enfin, le format qu'on veut générer, est-ce que c'est un tableau, est-ce que c'est du mind mapping, une liste de termes ou un SWOT ou ce qu'on veut. Voilà. Et donc ça permet d'avoir les meilleurs résultats par rapport à un prompt, qui est quand même ce qu'on souhaite du LLM, c'est que par rapport à une question posée, on ait le meilleur résultat possible, que ce soit quelque chose qui est fait par un humain ou qui est fait par un automate dans le cadre d'une automatisation de tâches récurrentes. Voilà. Merci David. En tout cas, on a compris que plus on est précis et plus les résultats sont à la hauteur de ce qu'on souhaite. C'est le niveau d'exigence dont parlait Guillaume tout à l'heure. Yann, tu termines le tour de table. Alors, je sais qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de l'IA et du SEO et de la qualité de contenu, mais je ne sais pas si ça va en 30 secondes, ça va être un peu compliqué, mais je sais que c'est un sujet. J'ai parlé dans un précédent webinaire, donc celui qu'on a fait. Voilà, ta carte blanche pour finir, mais encore une fois, j'insiste, cours. Voilà, donc voilà, bon, dans le temps qui m'est laissé, moi je voudrais juste insister sur une chose qui me frappe, c'est une sorte de schizophrénie dans laquelle on va se trouver, là on se trouve en ce moment. D'un côté, on a des gens un peu comme Guillaume, qui sont un peu des ovnis de l'informatique, des gens qui sont à la pointe, enfin je veux dire, tous les gens qui sont là autour de la table sont des gens qui sont très très au fait de ces sujets-là. Et puis de l'autre côté, on a une vue assez déformée en fait du grand public. Et je parle du grand public des entreprises ici. Hein, je parle pas du très grand public. Et finalement, ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas du tout la même chanson. Et il y a un gap énorme qui est en train de se créer avec une sorte de schizophrénie totale hein, entre des gens qui vont très très vite, avec des technologies qui vont excessivement vite, et des fois qui sont pas tout à fait finies d'ailleurs, et de l'autre côté, un monde de l'entreprise qui lui est encore un peu scotché, et je parlerai même pas des administrations, qui est scotché clairement dans une autre époque. Et là, je pense qu'on a véritablement un gap qu'il va falloir résoudre, et qui se fera pas seulement en allant tester des applications, mais qui se fera avec du conseil, de l'accompagnement et du coaching.
Merci Yann, tu as été super concis, donc je te remercie, c'était important, on a déjà passé presque 1h15 ensemble. Merci à tous les intervenants, merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que c'est la période des vacances, je ne sais pas si vous avez pris un peu de temps sur vos vacances, je remercie tous ceux qui ont été là et qui ont pu nous écouter, donc c'est une vidéo qui sera disponible en replay. Vous voyez donc à l'écran, on a encore quelques ateliers à venir sur le courant d'avril, mai et aussi juin. Le dernier aura lieu en début juillet sur Women in Tech. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, vous retrouverez tout le programme des prochains ateliers, toutes nos actualités et surtout, n'hésitez pas non plus à visiter également le site de numéricissimo.fr pour télécharger la dernière version et la première version de l'annuaire, mais également suivre l'arrivée prochaine de l'édition 2025. Donc, encore merci à tous et puis, écoutez, bonne fin de journée. Nous sommes mardi. Bon mardi. Voilà. À très bientôt et merci encore. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée.